Donc, dans le cadre de cette réforme, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on voit apparaître de nouveaux acteurs et une nouvelle répartition des missions pour des acteurs plus anciens. Chaque année, de nombreuses études d'impact sur la formation professionnelle sont menées, et notamment, on a constaté qu'en France, environ 36% des actifs étaient formés tous les ans, contre 50% dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Ce qui fait que ça nous a mené à la réflexion de se dire qu'il fallait peut-être passer d'une obligation de moyens vis-à-vis de cette formation professionnelle à une obligation de résultat. Donc dans le cadre de l'obligation de moyens, on mettait en place un certain nombre de financements pour permettre l'accès à la formation. Dans le cadre de l'obligation de résultat, on va plutôt permettre un accès à la certification, à au moins une certification pour l'ensemble des actifs. Toujours dans cette logique de simplification et aussi de replacer l'individu au centre de son projet d'évolution professionnelle, on a dû réformer totalement le système. Et dans le cadre d'une réforme systémique de cette ampleur, cela nécessite de trouver de nouveaux ajustements et de proposer un nouveau mode d'emploi, notamment aux prestataires, aux entreprises ou même aux différents actifs. Donc pour en revenir à notre schéma, un petit peu comme les planètes gravitent autour du Soleil, on va avoir un certain nombre d'opérateurs qui vont graviter autour de France Compétences. Parmi ces opérateurs, les caisses d'URSSAF et de MSA, dans un rôle de collecte, avec la collecte du coût de la FPC, de la taxe d'apprentissage. En deuxième acteur, donc État et région, pour donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la politique d'orientation et également l'apprentissage. Les OPCO, non plus dans un rôle de collecteur et de financeur, mais plutôt dans un rôle de facilitateur. Donc faciliter l'accès de leurs entreprises, et notamment un renfort sur les TPE de moins de 50, et de faciliter donc la montée en compétences dans ces entreprises. La Caisse des dépôts et des consignations, qui va prendre donc toute la gestion du CPF avec cette désintermédiation. Les opérateurs CEP pour le financement et la gestion du conseil en évolution professionnelle, et les CPRI, ATPro, pour la gestion du CPF, projet de transition professionnelle. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un petit focus sur l'acteur central qui est France Compétences. Donc, cet acteur France Compétences, globalement, son rôle, c'est de pouvoir assurer un service à tous pour le bon fonctionnement du marché de la formation professionnelle. Un fait marquant, c'est la première instance dans laquelle on regroupe des acteurs de la formation professionnelle et des acteurs de l'apprentissage. Il s'agit d'une instance quadripartite qui mêle l'État, les régions, les branches professionnelles et également des personnalités qualifiées. Avant cette réforme, nous avions 4 instances paritaires, donc notamment le FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours. Donc pour rappel, son rôle était de coordonner les politiques en matière de formation et d'emploi. Il assurait aussi la péréquation. On avait une deuxième instance paritaire, le COPANEF, dont le rôle était d'établir la politique en matière d'emploi et de formation. Le CNEFOP, qui assure, coordonne et évalue les politiques en matière de formation et d'emploi, et la CNCP, qui garantissait donc les certifications professionnelles. France Compétences reprend tout ou partie des missions de ces 4 instances paritaires. Donc, un des premiers rôles, c'est d'établir le RNCP et le répertoire spécifique. À ce titre, donc, France Compétences va garantir l'ensemble des certifications professionnelles, les modifier et ensuite assurer une lisibilité pour tous. C'est aussi France Compétences qui va garantir que ces certifications professionnelles correspondent bien aux besoins du marché. Dans le cadre d'un deuxième rôle concernant la régulation de la qualité du coût de formation, France Compétences va veiller et contrôler l'ensemble du système. Grâce à la récupération de données auprès des prestataires et auprès des différents financeurs, France Compétences pourra émettre des avis et des recommandations en vue d'harmoniser le système. Concernant la régulation de la qualité, il va y avoir des contrôles qualité mis en place avec le COFRAC, qui est l'autorité certificatrice, qui accrédite plutôt les certificateurs. Et grâce à ces contrôles qualité, on pourra avoir vraiment une harmonisation aussi de la qualité des différents prestataires sur le territoire.
Donc après, un très gros pavé qui concerne donc, le financement, la régulation, la coordination, le contrôle et l'évaluation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dans ce cadre-là, France Compétences va répartir les financements envers les différents opérateurs, financeurs. France Compétences va aussi assurer une coordination et un lien vis-à-vis des différentes parties prenantes de ce nouveau système et donc assurer aussi, veiller au bon fonctionnement de ce système. Et un dernier rôle en matière d'évaluation. L'évaluation du système va permettre aussi de participer au débat public en vue d'améliorer aussi ce système au fur et à mesure. J'ai dit que c'était le dernier rôle, en fin de compte, il y en a un dernier, excusez-moi, c'est la médiation. Donc France Compétences assurera un rôle de médiateur et donc pourra recevoir les réclamations individuelles des personnes ayant eu accès au CPF, non pas au CPF, au compte personnel n'importe quoi, ayant eu accès plutôt au CEP. Il y a tellement de sigles que moi-même je m'y perds, donc je voulais dire au CEP ou au CPF de transition professionnelle. Voilà. Donc là, je vous propose un nouveau schéma. Donc on a beaucoup de schémas aujourd'hui. C'est pour reprendre l'organisation globale du système, un petit peu orienté sur la partie financement. Donc le financement part de l'entreprise en direction des URSSAF et caisses de MSA qui reversent à France Compétences. Et France Compétences va avoir ce rôle de répartir les différents financements envers différents opérateurs. Donc la Caisse des dépôts et des consignations, comme on l'a vu pour le financement du CPF. Donc la part de l'enveloppe réservée au CPF en 2020 représentera à peu près 39 à 44% du budget. Représentera plutôt 26 à 31% du budget mutualisé. Concernant AT-Pro, pour la gestion du CPF de transition, la part qui sera réservée sera de 16 à 21% du budget fonds mutualisé. Donc ensuite, une part sera réservée à Pôle emploi pour le financement et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Une part versée aux opérateurs CEP pour le financement donc, du conseil en évolution professionnelle pour une part allant de 2 à 7%. Ensuite, un financement réservé aux régions de France pour la majoration de l'apprentissage. Et en dernier lieu, une part réservée aux OPCO pour le financement du plan de développement des compétences des TPE moins de 50 et pour le financement de l'alternance. La part réservée aux OPCO et à la région concernera 39 à 44% du budget total. Pour que la boucle soit bouclée, l'ensemble des financements des OPCO repartiront donc à destination des entreprises. J'ai terminé la présentation sur France Compétences, je repasse la main. Alors, ça reste un schéma encore théorique, puisqu'on est encore dans une phase transitoire, puisque pour l'instant, les OPCO vont encore collecter jusqu'à... En tout cas, c'est prévu pour 2021, que ce soit janvier. Voilà. Donc ça reste encore un schéma théorique. Alors bonjour, donc, je vais vous présenter, moi, la Caisse des dépôts et des consignations, donc, qui est un acteur majeur, en fait. On le connaissait déjà, mais il devient un acteur majeur dans le cadre de cette réforme de 2018. Donc, comment ça va se passer? Donc, déjà, au niveau des flux financiers, donc, on l'a vu, France Compétences va reverser une partie à la Caisse des dépôts pour gérer les financements des comptes personnels de formation. Donc, ces ressources devraient être perçues trimestriellement de la part de la Caisse des dépôts. De la part de France Compétences pour la Caisse des dépôts, pardon. Au niveau des flux financiers entre la Caisse des dépôts et les prestataires de formation, donc vous voyez qu'au centre, c'est l'individu qui va demander son compte personnel de formation. Et donc là, pour la peine, la somme ne sera pas versée directement à l'individu, mais bien au prestataire de formation. Donc voilà, qui sélectionnera son offre de formation vers l'appli, par l'appli CPF, donc qui devrait arriver très prochainement. Au niveau des flux de données, donc bien évidemment, maintenant, il n'existe plus qu'une liste unique des formations éligibles au compte personnel de formation, puisque auparavant, il y avait des listes pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Donc là, il ne reste plus qu'une liste unique. Et cette liste, donc, elle sera accessible via l'appli CPF, bien évidemment, pour les individus. Et donc, ce sont les prestataires de formation qui vont saisir via une plateforme, donc, qui est parue tout récemment, donc, qui est la plateforme EDOF, donc espace dédié aux organismes de formation, où les prestataires devront saisir leur catalogue de formation éligible au CPF. Ils pourront bien évidemment gérer les inscriptions des formations donc, qui ont été sélectionnées par les individus.
et également percevoir les remboursements de la part de la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est au niveau des flux des données, et également donc, avec le lien avec France Compétences, c'est que tout simplement, longe en son sein de France Compétences une commission des certifications professionnelles, et c'est elle qui établit les listes qui sont reconnues RNCP et au répertoire spécifique, puisque de toute façon, la base de données, la liste éligible des certifications au CPF ne seront que des listes RNCP ou au répertoire national des métiers, au répertoire spécifique. Donc cette base de données permettra également d'avoir bien évidemment les certifications, mais aussi la liste des organismes de formation qui les dispensent. Donc au niveau du calendrier de la Caisse des dépôts, donc depuis le 1er janvier, on l'a dit, le compte personnel de formation est monétisé, c'est-à-dire qu'il y avait des heures au niveau de ces comptes, elles ont été converties en euros, donc le taux horaire était de 15 € de l'heure. Durant le premier semestre, les organismes de formation pouvaient se tester à la saisie de leur offre de formation. Donc, depuis la mi-septembre, donc le 20 septembre exactement, donc, il y a cet espace dédié aux organismes de formation, donc la plateforme EDOF. À partir de fin novembre, donc, il y aura cette fameuse appli CPF et donc l'achat direct qui sera fait par les usagers, puisqu'on l'a dit, il n'y aura plus d'intermédiaire. Donc nous, en tant qu'OPCO, en l'occurrence, pour acheter la formation. Et donc en 2020, donc, ce qui est prévu en fait, c'est que la Caisse des dépôts gère également les abondements, donc les abondements complémentaires pour financer les comptes personnels de formation. Donc ces abondements qui arrivent des entreprises, il y a des accords collectifs, mais aussi d'autres financeurs comme la région pour l'emploi et également les branches professionnelles. Donc la date, donc lancement de l'application de l'appli CPF est portée, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est le 26 novembre 2019, donc c'est très très proche. Voilà. Merci Karine. Oui, c'est à moi. C'est tout, parce que ça fait beaucoup. Alors, on avait parlé aussi, donc, on vous a présenté France Compétences et le rôle de la CEDC dans la gestion du CPF. Là, maintenant, on va aborder plutôt les partenaires et les acteurs de proximité. Alors, dans les acteurs de proximité, vous avez donc l'État et la région, ce ne sont pas de nouveaux acteurs, hein. Mais on vous donnera un petit peu les nouveautés, en tous les cas, pour ces acteurs-là, notamment sur la partie orientation et apprentissage. Sur nouveaux acteurs, nous avons effectivement les opérateurs du CEP. Il y en a qui sont anciens, mais il y en aura un nouveau. Mais ça, on va vous le présenter. Il y aura les opérateurs de compétences. Hein. Je pense que vous avez compris maintenant qu'il n'y a plus d'OPCA, mais des OPCO. Et les associations de transition professionnelle. Donc, mes collègues vous présenteront effectivement ces différents opérateurs. Pour l'État et les régions, hein, on ne va pas parler spécifiquement de la région Occitanie, mais des régions, qu'est-ce qui a changé par rapport à leur mission? Leurs missions restent les mêmes. Hein. La nouveauté, en tous les cas, pour la mission d'orientation est aujourd'hui partagée. L'État conserve, la définition de la politique d'orientation des élèves et des étudiants, les décisions d'orientation des affectations, l'accompagnement des élèves, des étudiants et des apprentis dans leur choix d'orientation. Par contre, la région acquiert la compétence d'information en matière d'orientation. Alors, il y avait quand même une structure qui avait ce rôle, qui s'appelait l'ONICEP. Hein. Là, la région doit, à ce jour, élaborer la documentation à portée régionale, sachant que l'ONICEP change effectivement, puisqu'ils avaient un rôle en région. Au jour d'aujourd'hui, l'ONICEP n'a qu'un rôle national en matière de documentation. Les régions devront aussi, ils ont acquis la compétence en matière d'organisation des actions d'information sur la formation et sur les métiers, et la diffusion de l'information nationale et régionale.
Alors, vous le savez tous, hein, pour les régions, la mission des régions a évolué et leur mission sur l'apprentissage et sur le financement de l'apprentissage s'est restreinte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, vous l'avez vu sur le schéma, elle s'est restreinte et elle se restreindra à partir de janvier 2000. Voilà. Donc voilà ce qui change, qui ne sont pas de nouveaux acteurs, hein, pour ces acteurs qui sont l'État et la région. Donc je vais passer la parole à Sophie Cristofari, qui va vous présenter donc les opérateurs CEP. Bonjour, merci Valérie. Donc je vais vous présenter principalement ce qui change concernant les opérateurs du CEP. Vous vous souvenez tous que le Conseil en évolution professionnelle a été créé par la dernière loi de mars 2014 avec des opérateurs historiques qui étaient en fait désignés en fonction du public qu'ils étaient chargés d'accompagner, à savoir Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et la PEC pour les cadres. En 2014, avaient également été désignés membres de droit les OPACIF. Ils étaient au nombre de 9 et les OPACIF vont assurer cette mission jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au 31 décembre, ce sont encore les OPACIF qui assurent le Conseil en évolution professionnelle. Je ne vous ai pas parlé des missions. Les missions n'ont pas changé, hein, elles demeurent les mêmes. Il s'agit bien de favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels. En revanche, ce qui va changer incessamment sous peu, c'est la place des OPACIF. Donc je viens de vous le dire, ils disparaissent, oui, ils ont disparu, de fait, les OPACIF n'existent plus, et ils perdent cette mission d'accompagnement des salariés, enfin des actifs occupés, au 31 décembre. Donc à cette date, va être désigné dans chaque région un opérateur régional, désigné donc par France Compétences sur la base d'un appel d'offres régional. Donc on peut avoir des opérateurs différents selon les régions. Et nous saurons cela d'ici un mois, incessamment sous peu. Voilà. Fin octobre, nous imaginons. Donc, suspense. Je passe alors aux OPCO. Je crois que vous savez tout. Les OPCA sont morts, vous le savez. Au 31 mars 2019, ils ont été... Donc, OPCA, ça signifiait organisme paritaire collecteur agréé. Et ils ont été remplacés par donc un nouvel acronyme, opérateur de compétences. Ce qui a été redéfini par la loi, ce sont les missions de ces nouveaux OPCO. Donc certaines missions existaient déjà dans la précédente loi, mais d'autres ont été réaffirmées. Ces missions sont au nombre de 4. On l'a vu dans les 4 idées clés présentées par Madame Vergane, il est important de développer l'alternance. Donc les OPCO vont avoir une forte mission de développement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Deuxième mission, il le faisait également déjà, mais là, ça prend une nouvelle envergure, c'est l'appui technique aux branches. Donc, les OPCO ont pour mission d'accompagner les branches professionnelles dans leur politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et également dans la certification. Et ça, c'est un nouveau rôle, c'est-à-dire que les OPCO vont s'attacher à travailler sur les référentiels et vont aider à la création de nouvelles certifications adaptées aux besoins des branches. Troisième mission, elle existait déjà, elle est renforcée. Il s'agit d'assurer le service de proximité auprès des petites, très petites et moyennes entreprises, en particulier donc en développant l'accès à la formation des salariés, bien évidemment, en facilitant leur départ en formation, premier axe. Et c'est également d'aider les entreprises à définir ce qui a remplacé le plan de formation et qui s'appelle maintenant le plan de développement des compétences. Et enfin, dernière mission, alors là, qui pour le coup est toute nouvelle, et qu'il est demandé effectivement aux OPCO de travailler sur de nouvelles modalités pédagogiques, et en particulier de promouvoir la formation ouverte et à distance et la formation en situation de trouvaille, c'est pas mal aussi, mais c'est une vraie trouvaille, c'est tout nouveau pour nous. Donc en situation de travail qui a également été définie par le législateur.
Alors peut-être avant de lancer le... Ah oui. Vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui. Ah oui, non, je l'ai pas... Vous avez noté que collecteur a disparu de l'acronyme, donc les OPCA perdent également la collecte de la formation professionnelle, mais j'y reviens pas, ça a été vu précédemment. Ah. Opérateur de compétences, nouvel acteur, nouvelle mission. Alors avant de vous lancer le motion design, je voulais vous parler effectivement de cette démarche partenariale qui a été menée dans le cadre de cette campagne d'information sur la réforme. Le CARIFOREF Occitanie a mené un partenariat avec le CARIFOREF d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Via Compétences, et le CARIFOREF Amfort, donc le CARIFOREF de Bourgogne-Franche-Comté, pour mutualiser nos moyens, pour pouvoir effectivement mettre en place ces motion design, donc ces vidéos animées, pour vous présenter de manière assez ludique, puisque les motion design, ce sont des vidéos courtes, qui vous permet effectivement d'avoir accès à cette information. Donc il y en a le premier qui émerge de cette mutualisation de production, c'est effectivement sur les OPCO. Opérateur de compétences, nouvel acteur, nouvelle mission. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les 20 OPCA deviennent 11 opérateurs de compétences agréés par l'État le 1er avril 2019. Regroupés en filières économiques, leur mission évolue, mais ils continuent à collecter la contribution unique des entreprises jusqu'au 31 décembre 2020. L'URSSAF prendra ensuite le relais. Les OPCO ont 3 missions principales. Financer l'alternance. Sur les fonds de la formation redistribués par France Compétences, les OPCO assurent le financement de l'alternance. C'est-à-dire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation dont les coûts seront déterminés avec les branches. Ils financeront également l'APROA, le nouveau dispositif pour la conversion et la promotion par l'alternance. Accompagner les TPE et PME dans le développement de leurs compétences. Les OPCO assurent un service de proximité auprès des entreprises de moins de 50 salariés. Le but est d'accompagner ces entreprises dans la montée en compétences de leurs salariés par la formation pour répondre aux mutations de leur secteur d'activité. Conseiller les branches professionnelles. Les OPCO accompagnent les branches professionnelles pour anticiper l'évolution des métiers, donc des besoins en compétences. Ils leur apportent un appui en matière de GPEC et pour la construction des référentiels de certification. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet. On va juste terminer. Donc, on a emprunté un petit schéma qui nous semblait clair, limpide, dans ce nouveau paysage, donc emprunté à Fabio Ferrara, où vous voyez effectivement les 11 nouveaux OPCO agréés depuis le 1er avril, et vous voyez en dessous les anciens OPCA qui viennent les composer. Voilà, donc je n'entre pas dans le détail. Si vous voulez plus de précision, et ça c'est assez important également, si vous êtes en contact avec des entreprises, des salariés qui ne savent pas de quel OPCO ils relèvent, c'est simple. En fait, les OPCO ont été désignés par les branches, donc par les conventions collectives, et il y a un site, on vous a mis le lien. Vous aurez tous le support, donc ce n'est pas la peine de prendre trop de notes, on vous adressera le support. Et si vous allez sur ce lien, vous verrez, en fonction de la convention collective, de quel OPCO vous relevez. Donc Marie Gox, qui va nous présenter les associations de transition professionnelle. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Gox, je suis responsable qualité au sein du FONGECIF Occitanie et j'ai également en charge, et c'est le pourquoi d'aujourd'hui, la mise en œuvre du projet de transition professionnelle, nouveau dispositif. Donc, ce dispositif a donc été confié au FONGECIF Occitanie pour l'année de transition 2019 et bientôt à l'ATPRO. Pour information, effectivement, ce nouveau dispositif crée bien le lien entre le FONGECIF Occitanie et la future structure, puisqu'il est déjà mis en œuvre sur cette année de transition. Pour rappel également, le FONGECIF est un organisme interprofessionnel, paritaire et régional qui a été créé en 1983 pour la gestion et le financement du congé individuel de formation. Le FONGECIF et le CIF s'éteignent fin 2019. ATPRO prend la relève dès 2020.
et met en œuvre sur le territoire régional 5 missions qu'il va déployer selon les orientations qui sont précisées dans le décret. Tout d'abord, une mission centrale, le financement. Le financement, ATPRO est bien un financeur de formation professionnelle. Il va financer le dispositif projet de transition professionnelle et à ce titre, il va examiner, il va autoriser, il va suivre les financements de ce dispositif. Il va également mettre en place sur le territoire des analyses sur les besoins en matière d'emploi, de compétences et de qualifications, analyses qui vont permettre d'éclairer également les projets de transition qu'il va financer par la suite et va animer aussi au niveau de la région tout ce qui est partenariat entre les différents acteurs de l'emploi, de la compétence et des qualifications. ATPRO en 2020 n'aura pas le conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est une question qui a été actée. Pour autant, ATPRO va pouvoir utiliser les expériences du FONGECIF, l'expertise en matière de conseil en évolution professionnelle, pour suivre les acteurs de CEP sur le territoire selon des indicateurs qui ont été définis par les textes. Également, en activité connexe, ATPRO va être interpellé sur un futur dispositif, le dispositif des missionnaires, des missions pour reconversion, il n'est pas encore de nom prédéfini, pour lequel il va devoir prononcer un avis technique, un avis d'expert sur le caractère réel et sérieux du dispositif. Pôle emploi en est le véritable pilote et le financeur. Enfin, au carrefour de l'ensemble de ces missions réside la qualité de l'offre de la formation. En tant que financeur de formation professionnelle, ATPRO a également la responsabilité de s'assurer, quand il finance une action de formation, de la qualité de l'action qu'elle finance. Selon les 21 indicateurs jusqu'à 2020, mais également en fonction des 32 indicateurs qui viennent de sortir et qui seront applicables dès 2021. Voilà donc le futur visage de l'ATPRO entre rupture et continuité et qui va se préciser à partir de 2021.